Salut tout le monde! Et oui, c'est déjà ce temps du rapport Boivin. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Édition du 12 octobre 2017. On parle du 29e chapitre déjà, ça veut dire 29 émissions du rapport Boivin imaginé. Quatrième de la saison 2, ça fait assez de stats pour vous autres, à peu près tout ce que je sais en chiffres. C'est produit par la TVC Basse-Lièvre. Je remercie la gang d'ailleurs, Jean-François puis Jeanne-Sophie. C'est ma grosse gang qui vous offre quelque chose qui a de l'air pas mal savant avec les moyens du bord. Et c'est diffusé sur le réseau de TVC, Basse-Lièvre et Ma TV. Beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont attiré mon attention au niveau de l'actualité dans la dernière semaine. Je vous répète qu'on enregistre le jeudi après-midi. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'édition du 12 octobre. Et ce qui s'est passé qui a attiré mon attention, premièrement, on va commencer par le côté peut-être un petit peu plus local, au niveau des élections municipales qui se déroulent partout en simultané sur tout le territoire du Québec et ici en Outaouais en particulier. Alors, deux coins qui attirent mon attention particulièrement. Et spécialement parce que le 6 octobre était la date de fin des mises en candidature. Si vous aviez le goût d'être maire quelque part dans la région de l'Outaouais ou d'être conseiller d'un district ou conseillère ou mairesse d'un district quelconque en Outaouais, il est trop tard. Vous aviez jusqu'au 6 octobre pour le faire. La date est passée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, on sait qui sont les candidats en présence, qui seront face à face dans ces duels, parfois plus encore de candidats que juste deux à certains endroits. Je vais commencer avec l'ange gardien parce que l'ange gardien, premièrement, on va avoir une course à la mairie avec deux candidats nouveaux pour cette course-là à la mairie parce que tous les deux vont tenter de succéder au maire qui a tiré sa révérence, Robert Goulet. C'est ça, je ne veux pas faire d'erreur. Alors, Robert Goulet, que je salue parce qu'il a fait deux termes. Moi, je suis une tenante deux termes, là, côte à côte, un terme suivi d'un autre. C'est normalement, si tu n'as pas fait ce que tu avais à faire dans ces deux termes-là, ben passe à autre chose. Et alors, les deux candidats en question, ce sont Michel d'Ambremont et Marc-Louis XVI. Marc-Louis XVI, qui est un conseiller sortant d'un des districts à l'Ange Gardien, qui va tenter de succéder à Robert Goulet. Et Michel d'Ambremont, qui est un ancien, je pense, conseiller du côté de Masson-Angers. Et je pense aussi, je dis ça sous réserve, là, mais parce que j'ai des antennes partout sur le territoire, je pense que le candidat du maire sortant, Robert Goulet, c'est M. Marc-Louis XVI, conseiller sortant. En tout cas, ça sera à suivre. Il y a aussi des candidats dans le district 1, le district du Lièvre, Serge Gauthier et Luc Werner, qui est conseiller sortant, qui sont en face-à-face. District 2, 3, 4, 5 et 6, tous élus par acclamation. Je veux faire d'ailleurs une petite parenthèse avant de passer à la grande ville de Gatineau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des questions que je me pose parce que, en fin de semaine passée, je lisais que le maire de Tursault, entre autres Benoît Lauzon, que j'aime par ailleurs beaucoup, qui est très actif, très compétent, très présent dans la communauté, puis pas seulement dans sa communauté de Tursault, mais aussi au niveau de la grande région de l'Outaouais, est élu sans opposition. Ça veut dire quoi? Lui le voit comme étant un signe que les gens sont satisfaits du travail qu'il effectuait et comme tel, n'ont pas cru bon aller contre lui. Ça, c'est voir la politique comme étant strictement adversariale. Je suis pas convaincue que je vois ça comme ça. Des fois, c'est des gens qui ont des objectifs différents, qui sont pas nécessairement contre un candidat en place actuel, mais qui ont peut-être autre chose à offrir ou le goût d'offrir leurs services à leurs concitoyens. Mais c'est difficile à cerner, puis j'ai toujours beaucoup de difficultés à voir qu'il n'y a pas ces échanges d'idées, cette façon d'aller valider nos positions, nos programmes avec la population qu'on veut représenter.
Peut-être qu'effectivement, les gens sont satisfaits, puis qui ne dit mot consent, puis continuez votre train-train. Mais moi, si j'étais, je me rappelle, j'avais déjà dit à l'époque, lorsque j'étais députée, j'avais gagné une investiture pour avoir le droit de représenter le parti. Et ça, c'était lors de ma première incursion en politique. Puis j'avais dit aux grandes dames de tous mes collègues députés, on devrait tous avoir à vivre ça à chaque campagne électorale. Pourquoi? Ça te force à bien expliquer à tes gens, à les convaincre que tu vas être la bonne personne pour les représenter. Quand tu n'as pas besoin de faire cet effort-là, il me semble que c'est un peu différent. Mais je salue quand même Martin Proulx dans le district 2, Sonia Saint-Louis dans le district 3, Luc Prudhomme dans le 4, Martin Prescott dans le 5 et dans le district 6, Sébastien Renaud, qui sont tous élus sans opposition. Alors, merci de donner de votre temps, donner façon de parler. Je ne sais pas, ils doivent être quand même rémunérés, peut-être pas à tonnes, non, mais quand même. Mais merci de vous donner à cette chose publique, d'y croire et de permettre l'exercice de cette démocratie si précieuse et si chère qu'il y a des pays qui n'en ont pas et qui s'entretuent pour essayer d'en avoir. Du côté de Gatineau, on a 52 candidats pour 19 postes. Non, je vais vous faire grâce, je préfère y être l'émission là-dessus, de tous les nommer. Je vais me concentrer sur les candidats à la mairie, mais je vais commencer, avant les candidats à la mairie, je vais commencer par le district de Buckingham, là où j'enregistre cette émission. Alors, seront face à face Martin Lajeunesse, qui est le conseiller sortant, aussi le représentant, candidat représentant Action Gatineau, qui fera face à Edmond Leclerc, un jeune indépendant, guillemets, c'est comme ça qu'il se présente. Si ça continue, on va créer un parti d'indépendants, mais enfin. Et du côté de Masson-Angers, on a Alain Bergeron, qui est le candidat d'Action Gatineau, Marc Carrière, qui est le conseiller sortant, et Ghislain Larocque, qui est aussi un conseiller indépendant. Alors, ce sera une course à 3 dans ce dossier-là. Du côté de la mairie, on a 5 candidats, c'est officiel, c'est confirmé, c'est fermé. Dites-vous que les gens peuvent toujours retirer. Je sais que des fois, il y a des commentateurs, des animateurs qui disent « Ah, c'est une course avec trop de candidats. » On parle de 5 candidats à la mairie. Peut-être, là, mais c'est ça l'exercice démocratique. C'est vrai qu'ils ont, pour ne pas être sur le bulletin de vote, je pense qu'ils ont jusqu'à peu près le 27 octobre, ou en tout cas dans ces coins-là, puis tirez-moi pas là si je me suis trompée dans la date, mais il y a une date X qui fait en sorte que le directeur des élections du coin peut s'assurer que le bulletin de vote n'aura pas le nom de la personne en question. On parle à la mairie de M. Clément Bélanger, M. Bergeron, Mme Gonneau, M. Maxime Pedneau-Jobin et M. Denis Tassé. Ils ont d'ailleurs déjà eu un premier débat qui s'est déroulé, qui avait été organisé par ici Radio-Canada. J'ai trouvé que le débat se faisait vite parce que le 5 novembre, c'est encore un peu loin. Les gens ont le temps de l'oublier. Par contre, c'est sur les réseaux sociaux, donc les gens peuvent toujours y accéder, aller voir ce qui s'est passé. J'étais un peu surprise de voir que Radio-Canada ne faisait pas un débat. J'espère qu'il en offre un pour que les gens puissent voir ça à la télé. C'est pas tout le monde qui a accès aux réseaux sociaux, qui sont actifs là-dessus. Enfin bref, pas eu de gagnant à mon point de vue, là. C'était assez sympathique, sans trop scraper le chignon. Le maire avait l'air très au fait de ses dossiers, c'est normal. Il est calme, c'est un bon communicateur, on le sait tous. Les autres, j'avais de la misère un peu à les départager, mais on va apprendre à les connaître un petit peu plus pour certains d'entre eux, comme Clément Bélanger et M. Bergeron. Si je ne dis pas le prénom de M. Bergeron, c'est parce que je l'ai oublié. Alors, je suis certaine que quelqu'un en arrière va me le dire, là. Donc, c'est pas parce que lui, je l'appelle monsieur, puis l'autre non. Fait que commencez pas, chicane. Et ça, c'est rien que pour vous dire comment ça brette dans ces campagnes-là. Je te jure que si tu nommes un tel avant tel, tu n'entends parler, dites-vous une chose, chialez-moi après, je m'en fous. Ça sort sans parti pris, je n'en ai aucun. Pour ceux qui pensent, là, absolument pas. Aucun. J'espère que vous allez m'inspirer, candidats et candidates, de façon à ce que moi qui vais aller voter, oui, c'est vrai, parce que pour moi, c'est un droit, et c'est surtout,
un devoir de citoyen que d'aller exprimer son opinion. Je vais me sentir bien après ça de chialer pendant toute l'année et les 3 prochaines. Après, moi, là, je fais pas dans dentelle, puis si vous aimez pas ce que je dis, ben tough. Une journée, vous l'aimerez pas, puis la semaine d'après, vous allez aimer le commentaire. Ceci étant, il y a déjà 2 candidats à la mairie qui nous ont promis un pont, qui était pour pousser sur le pont à l'Est pour Sylvie Gonneau, pont à l'île Kétourne pour Denis Tassé. C'est le genre, je dis pas que c'est des promesses faciles, c'est juste que ça, c'est de la musique aux oreilles des gens, c'est ce qu'ils pensent. Par contre, les gens sont pas dupes. Ils savent très bien que du côté d'Ottawa, la réponse, c'est non. Le maire Watson en a encore parlé cette semaine en disant « Non, je regrette, Ottawa ne privilégie qu'un tunnel, il n'y a pas d'autre solution pour sortir les camions. » Eux se foutent. Quand on parle de transport régional, en passant, Ottawa, là, c'est pas de la collaboration. Ils sont prêts à être avec nous en autant qu'ils nous voient pas, nous sentent pas et nous regardent pas. Alors, si c'est ça de la collaboration, ça met le feu en quelque part. Mais ça pour dire que ceux qui nous promettent des ponts, bonne chance, parce que même le député McKinnon, qui en avait fait une promesse de sa campagne électorale, il parle pas fort sur le sujet au moment où on se parle. CHSLD, on va permettre les caméras dans les chambres de bénéficiaires, mais à la demande des bénéficiaires ou de leur famille, de la personne qui en est responsable, si on craint pour la sécurité des bénéficiaires. C'est un règlement du gouvernement du Québec qui a été déposé cette semaine. Je trouve ça un peu comique. Et pour paraphraser le commissaire à la protection des bénéficiaires, aux plaintes des bénéficiaires, Paul Brunet, est-ce que ça va compenser, puis on va se servir de ça pour plus se badrer de la qualité des employés qu'on a à l'intérieur de nos CHSLD, parce qu'on va dire aux familles, si t'es pas content ou tu soupçonnes quelque chose, installe une caméra. C'est pas tout le monde qui va vouloir le faire. C'est pas tout le monde qui va se risquer à le faire. On le sait comment les gens sont sensibles lorsqu'ils sont bénéficiaires dans des endroits comme ça. Combien les gens, vous êtes déjà allés, soit comme membre d'une famille ou pour des soins à l'hôpital ou ailleurs, et on marche sur la pointe des pieds. Il me semble qu'on a assez peur de déranger le personnel. Moi, j'entends souvent la phrase classique « Excusez-moi de vous déranger ». Ça, c'est le patient là, qui est malade, qui a mal, qui souffre et qui a ce genre de propos-là avec les infirmières ou autres. Alors, c'est l'impression qu'on a. Fait que vous imaginez qu'ils vont tous aller installer des caméras, mais dites-vous une chose, si vous le faites, il faut que vous ayez des craintes pour la sécurité. Alors, ça sera à suivre, mais je pense que c'est un droit qui existait déjà. Harvey Weinstein, c'est ce producteur américain, la grosse chaîne Miramax, la grosse maison de production. Disney a des grosses parts là-dedans, l'a racheté des frères Weinstein. C'est une bombe sur la place publique aux États-Unis parce que ce grand producteur hollywoodien serait accusé. Il y a des plaintes de plusieurs personnes, de femmes qui disent qu'il les a agressées sexuellement, harcelées, mais ça se serait fait avec la complicité silencieuse de bien des gens. Malheureusement, on fait une courte pause et au retour, on va toucher au remaniement ministériel. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. On courtille? Oui. La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Chaque pays a sa langue. Ici, on travaille en français. Ici, on vit en français. Parlez-nous en français. Notre fierté, le français. Un message d'Impératif français. Et nous voilà de retour. Aussi cette semaine, ce qui a fait et ce qui va continuer à faire jaser encore pour un bout de temps, c'est le remaniement ministériel majeur qui a procédé cette semaine, auquel a procédé cette semaine le premier ministre Philippe Couillard.
Premièrement, pourquoi il effectuait un remaniement ministériel à moins ou presque un an de la prochaine campagne électorale pour 2018? Justement parce qu'il y a besoin d'une espèce d'influx d'énergie, essayer de changer l'image peut-être austère de ce gouvernement qui a procédé à d'innombrables coupures. Et même si dans la dernière année, ils avaient retrouvé l'équilibre budgétaire, s'était dégagé une certaine marge de manœuvre, les cadeaux commençaient à pleuvoir doucement sur les différents territoires. C'était pas rare. On a vu le ministre Barrette là, ici dans la région à quelques reprises pour venir faire des subventions, donner des subventions à différents organismes. Alors, c'est un signe, ça, hein, parce que c'est de même que ça fonctionne malheureusement en politique, d'après moi. Ce qui contribue à notre cynisme à tous, c'est de voir comment, hey, ça va mal, on serre la ceinture, soit qu'on augmente les taxes des gens ou on donne rien, on coupe les services. Puis après ça, oups, soudainement, on devient riche et on fait des tonnes de cadeaux en année préélectorale. Ça ressemble passablement toujours à ce genre de scénario. Et là, il commençait à donner les cadeaux, puis ça ne changeait pas la perception nécessairement des gens au niveau du Québec par rapport au Parti libéral du Québec, le parti au pouvoir. Il y a eu cette campagne électorale dans un comté, dans une circonscription dans la grande région de Québec qui est un endroit névralgique pour des partis comme, par exemple, la CAQ, le Parti québécois et le Parti libéral du Québec, qui sont probablement les trois seuls partis là, qui peuvent espérer se faire élire et remporter le pouvoir. C'est une claque monumentale dans le visage du gouvernement de Philippe Couillard. C'était le siège de Samamad dans le coin dans la grande région de Québec. Et on sentait cette écœurite aiguë. Alors, le premier ministre a décidé en disant qu'il voulait rajeunir l'image. On veut s'éloigner un peu de l'ère Jean Charest, les dossiers, les commissions anticorruption, etc. Et on a procédé à ce remaniement. Il y a quand même un certain nombre de personnes là, qui restent en place. Les analystes politiques ont pratiquement tous dit que la front line, là, la première ligne, reste sensiblement la même. Les gros départements, ministères comme la santé, l'éducation, la justice, avec la ministre Stéphanie Vallée, demeurent les mêmes personnes sont en place. Le ministre Barrette est encore ministre de la Santé au lendemain du remaniement. Le ministre Sébastien Proulx est encore ministre de l'Éducation. Enfin bref, les gros dossiers demeurent entre les mêmes mains, mais il y a quand même eu des changements, à mon point de vue, majeurs. Un des changements majeurs, c'est le fait qu'on a le premier ministre renommé un jeune député, André Fortin, qui est le député de Pontiac, ici dans la région de l'Outaouais, 35 ans, papa, on a tous pas mal vu sa petite fille, là, et à son assermentation comme député et maintenant à son assermentation comme ministre. Les mauvaises langues disaient que c'était déjà tout organisé et orchestré, mais enfin bref, ça fait tellement des beaux moments de télévision qu'on n'en tiendrait pas rigueur à qui que ce soit si c'était effectivement le cas. Ceci étant, il n'a pas juste accédé à un poste de ministre avec limousine, il est maintenant le ministre des Transports. Pas ministre délégué au transport comme l'a déjà été Norm MacMillan. Moi, j'appelais ça souvent pendant mon émission à la radio à l'époque. Ça le donnait, pauvre Norm, je m'en excuse profondément, pas vraiment, mais quand même. Je disais ça de façon un peu ricaneuse, là. Je l'appelais le ministre junior. Parce que tu es un ministre en dessous de quelqu'un, tu relèves non seulement du bureau de... tout le monde relève du premier ministre, mais particulièrement d'un autre ministre aussi. Et il y a d'ailleurs une ministre déléguée au transport qui relève du ministre Fortin au transport. Gros dossier parce que c'est des immenses budgets au niveau du transport. Beaucoup d'argent qui circule là. C'est important dans
toutes les régions du Québec. C'est un signe de confiance du premier ministre dans les capacités de ce jeune homme qui a commencé sa carrière politique d'ailleurs dans les bureaux comme attaché de presse pour le regretter Jean Lapierre. J'étais là au moment où Jean Lapierre était ministre des Transports et c'est là qu'il a pris son expérience qu'on nous dit. Remarquez que se familiariser avec ce département-là, ce ministère-là, ça va être une job. L'hiver, j'ai hâte de voir des neigements, s'il va réussir à passer. S'il passe à travers cette année, moi, je pense qu'il y a beaucoup de... et que le Parti libéral du Québec revenait au pouvoir éventuellement. Ça augure bien pour sa carrière future. On le félicite. Je félicite aussi Stéphanie Vallée qui demeure la ministre responsable de notre région, alors que excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'on retirait même la job de ministre à Stéphanie Vallée. J'aurais été surprise parce qu'à la justice, n'en déplaise à plusieurs, elle fait une excellente job et c'est une jeune femme, pas vieille, elle a une bonne image pour le gouvernement, c'est l'image qu'ils veulent projeter. Alors, jeunesse, jeune quarantaine, fin quarantaine, début cinquantaine, femme, alors ça s'inscrit bien dans le renouveau image. Les partis d'opposition, ils voient pas tellement un renouveau, ils voient un petit peu plus ce que Bonnardel, pour le paraphraser, appelle la théorie du fébrile. Tu sais, tu masques les mauvaises odeurs, puis tu penses que tu as tout nettoyé, mais c'est juste du masquage. On verra. Moi, je pense qu'il y a quand même eu des modifications en profondeur. On verra si le pari du premier ministre est relevé avec ce remaniement-là. Mais au niveau de notre région, une première en 30 ans d'avoir 2 ministres à plein pouvoir dans un gouvernement à Québec. Alors, bravo et puis on va leur souhaiter le meilleur. En ce qui concerne Boeing m'a fait suer à différents niveaux, là, non seulement avec ses attaques contre Bombardier, mais elle s'est essayée, elle sent que son image en prend pour son rhume et elle a décidé d'aller par le biais de Twitter, faire une espèce de campagne de changement d'image. Elle aussi, elle a besoin de changer son image. Elle devrait demander des leçons au gouvernement de M. Couillard. Alors, elle a fait un tweet, campagne de séduction un peu pour montrer son importance, le rôle qu'elle joue au Canada et ainsi de suite. Mais ça a un petit peu tombé à plat. Pourquoi? Parce que les gens ont commencé à inscrire toutes sortes de messages tellement désagréables parce qu'on réalise qu'ici au Canada, on ne digère pas du tout cette attaque frontale de Boeing contre Bombardier au niveau de la vente d'avions de la C-Série aux États-Unis par Bombardier avec les droits compensatoires, alors que Boeing n'est même pas dans ce marché-là au niveau des avions de la grosseur de la C-Série. C'est d'ailleurs l'argument que le président de Delta, de la compagnie aérienne Delta aux États-Unis, a fait valoir, allié de Bombardier, qui en a pissé une shot, excusez l'expression, sur la tête de Boeing en disant que c'était indécent. Pendant que tout ça se passe, pendant qu'on a notre premier ministre, et c'est la fois où je l'ai trouvé peut-être le plus premier ministériel. C'était incroyable quand il était chez Bombardier, puis il a dit, c'est une déclaration de guerre des Américains contre notre industrie aéronautique. On ne pourra pas accepter ça. Il avait dit, on n'acceptera rien. Et pas juste nous au Québec, il faut que tout le Canada soit solidaire là-dedans, en passant par le gouvernement fédéral à Ottawa, qui n'est pas un boulon, une pièce, je me rappelle encore de sa phrase, pas un boulon, pas une pièce, pas un avion provenant de Bombardier qui soit acheté ici au Canada ou au Québec. Et qu'est-ce que le gouvernement fédéral fait? Ça va acheter des vieux avions de la F-18, des chasseurs, des avions chasseurs, pour tenter de remplacer sa flotte en attendant d'avoir ces fameux F-35 ou peu importe les avions qu'on aura. D'ailleurs, parenthèse, encore la vieille stratégie, comme il avait fait avec les sous-marins dans les années 90, d'aller acheter des vieilles affaires usagées qui valent pas de la en tout cas, et qui, après ça, va falloir qu'on les change de toute façon. Alors, mais de prendre quelque chose qui provient de Boeing, je trouve que surtout de ce temps-ci, là, c'est d'une indécence crasse. C'est pas avoir de principe trop fort, je vais vous dire. Alors, les voix commencent à se lever.
sont bons, par contre, pour aller courir après les employés qui reçoivent un petit hamburger le soir après leur chose de travail. Si on parle du gouvernement fédéral, tout ce qui est revenu, c'est même pas des revenus, là, c'est des petits avantages. Des fois, un employé va recevoir un repas parce qu'il travaille fort toute la journée. Son employeur va y payer un petit repas. Bien là, tu as l'agence de revenus qui voulait aller imposer ça. Ça a l'air qu'ils ont mis un frein, mais ça a pris beaucoup de chiolage pour que ça se fasse. Fait qu'imaginez avec Boeing, là, moi, ce qui m'inquiète quand je vois des choses comme ça, c'est, je me dis, là, on a le premier ministre Trudeau qui s'en va rencontrer le président Trump. On le sait que le président Trump, là, il est pesant pas à peu près. On a pu entrevoir la rencontre, la pré-rencontre, si on veut, qui a été médiatisée. Les médias étaient là. Le président Trump n'a quasiment parlé que d'armement nucléaire pendant ce moment-là, pendant la rencontre avec les médias, avec un Trudeau complètement muet à côté de lui. Et je sais pas, il y a quelque chose de tellement indécent qui a laissé sous-entendre même que possible qu'il n'y en ait même plus de traité de libre-échange entre le Mexique et le Canada. Tout le monde saute sur le fait qu'il a dit il y en aura peut-être 1 à 2, mais il n'y en aura peut-être pas non plus. Puis on dirait qu'on a l'air tellement fiers de ramasser les miettes de un puis l'autre. Hey, qu'on fasse des adultes de nous-mêmes, il me semble que... Je comprends que tu es dans Maison-Blanche, là, mon Justin Trudeau, mais quelque part, il faut qu'on ait l'impression que la défense de nos intérêts, pas juste aller annoncer sur le toit de l'ambassade canadienne aux États-Unis qui donne sur certains des plus beaux édifices américains, puis répéter les mêmes phrases creuses que celles de Trump en disant « Oh, on partage ces valeurs de vouloir protéger nos travailleurs. » Hey, ils sont 300 millions contre nos petits 30 quelques millions. On peut-tu se dire qu'on n'est pas du tout, on ne traite pas égal à égal et qu'on risque de se faire manger tout rond par une espèce d'intimidateur par excellence, de bully incroyable. Alors, il va falloir, moi, ça m'inquiète prodigieusement de voir comment ces négociations-là sont en train de se faire et comment nos entreprises comme Bombardier sont en train de se faire fouler du pied par des compagnies comme Boeing qui savent qu'ils ont un président comme Donald Trump. Et en passant, Donald Trump qui tweet surtout, a tweeté 0. Pas une petite ligne sur la présence de notre premier ministre canadien en sol américain. Ça fait dur, pas à peu près. Alors, il me reste quoi? Je voulais vous dire... Je voulais vous parler du fait que le cannabis, oui, on va pouvoir le mettre sur notre liste d'épicerie. La loi fédérale qui va permettre le cannabis, qui va légaliser le pot, interdisait les produits comestibles à base de pot. Mais là, ils ont fait un amendement au comité et il semblerait que ça sera disponible dans une épicerie pas loin de chez vous, probablement autour de 2019. On saura assurément y revenir. Il y en a qui s'excitent de ça parce qu'ils voient que ça fait partie des 5 grandes tendances alimentaires. Boivin dit plus rien la semaine prochaine. Salut!